Les États-Unis est la meilleure armée du monde. Les États-Unis est la meilleure armée du monde. Petit Iran là, ça fait déjà une semaine, ils n'arrivent même pas à faire quelque chose. Le monde n'est plus tout à fait le même qu'hier. En moins d'une journée et demie, 30 heures exactement, près de 2000 bombes ont été lâchées sur l'Iran. 2000 bombes. Prenez le temps d'y penser. C'est une puissance de frappe qu'on n'avait pas vue depuis longtemps au Moyen-Orient. Et derrière cette opération, 2 pays, les États-Unis et Israël, qui ont agi ensemble, de manière coordonnée, avec une précision chirurgicale selon leurs propres termes. Alors, qu'est-ce que ça a donné concrètement sur le terrain ? Washington ne mâche pas ses mots. Ils affirment avoir détruit en totalité la force aérienne iranienne. Plus un seul avion iranien capable de décoller. Leur système radar ? Anéanti. Ce qui veut dire, si on croit la version américaine, que les États-Unis contrôlent maintenant l'espace aérien iranien dans son intégralité. C'est énorme. Parce que contrôler le ciel d'un pays, c'est contrôler sa capacité à se défendre, à riposter, à exister militairement. L'Iran, en l'espace de 30 heures, aurait été mis à genoux dans les airs. Mais il y a un autre endroit dans cette histoire qui mérite toute votre attention. Un endroit que vous n'entendez peut-être pas souvent, mais qui concerne votre quotidien directement. C'est le détroit d'Ormuz. Pourquoi est-ce si important ? Parce que c'est un passage maritime, étroit, stratégique, par lequel transite une partie massive du pétrole mondial. Si ce détroit est bloqué, les prix à la pompe s'envolent, les économies tremblent. Eh bien, figurez-vous que dans ce détroit, 17 navires militaires iraniens ont été coulés lors de cette opération. 17. Les Américains annoncent que le passage va rouvrir très prochainement et que leurs forces navales seront présentes pour escorter et protéger les tankers qui traversent la zone. Un message clair envoyé à tous les acteurs de la région. Nous sommes là, nous contrôlons, et le commerce mondial continuera de passer. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce qui a été mobilisé, parlons des chiffres militaires. On évoque 50 000 soldats américains engagés dans cette opération. 2 porte-avions déployés dans la région. 200 avions de chasse en vol. Ce n'est pas une frappe symbolique, ce n'est pas un avertissement. C'est une opération militaire de grande envergure, planifiée, massive et visiblement assumée par Washington. Maintenant, parlons des victimes. Et là, soyons honnêtes avec vous, les chiffres divergent complètement selon qui parle. Du côté américain, on avance le chiffre de 750 morts côté iranien, dont une quarantaine de hauts commandants militaires. Des généraux, des responsables, des têtes pensantes de l'armée iranienne, visés et éliminés. C'est ce que dit Washington. Mais l'Iran raconte une autre histoire. Téhéran affirme de son côté avoir causé des centaines de victimes parmi les soldats américains, tués ou blessés. Et l'Iran va plus loin encore. Il revendique la destruction du plus grand radar américain de la région, un système ultra sophistiqué dont la portée atteindrait les 5000 km. 5000 km. C'est-à-dire un œil capable de surveiller une bonne partie du globe depuis un seul point. Si cette information est exacte, c'est une perte stratégique considérable pour Washington. Voilà donc 2 récits qui s'affrontent, 2 vérités. Et dans ce genre de conflit, la réalité, on la connaît rarement tout de suite. Ce qu'on sait, c'est que des gens sont morts. Beaucoup. Des 2 côtés. Et que le monde regarde. Et puis il y a cette dernière information, peut-être la plus lourde de sens pour l'avenir. Israël annonce que l'Iran aurait déjà désigné un nouveau guide suprême. Un certain Morita Khamenei prendrait la tête de la République islamique. Ce qui sous-entend une chose capitale. L'ancien guide, l'homme qui tenait l'Iran d'une main de fer depuis plus de 30 ans, serait hors jeu. Neutralisé, disparu ou en fuite. On ne sait pas encore exactement. Mais si cette information se confirme, elle change tout. Parce que le guide suprême en Iran,
ce n'est pas simplement un chef d'État, c'est l'autorité absolue, religieuse, politique, militaire. Le perdre ou le voir remplacé dans la précipitation au cœur d'une guerre, c'est un séisme pour le régime iranien. Et potentiellement, le début d'une période d'instabilité profonde dans tout le Moyen-Orient. La situation, à cette heure, continue d'évoluer. Nous restons mobilisés pour vous tenir informés en temps réel. La nuit est tombée sur Washington. Il est tard. Dans les rédactions du monde entier, les téléphones sonnent sans interruption. Les alertes s'enchaînent sur les écrans. Une information vient de tomber. Brève, sèche, implacable. 3 soldats américains sont morts. Une base américaine en Irak vient d'être frappée. Le monde retient son souffle. Et tous les regards convergent vers un seul endroit. La Maison-Blanche. On attend. On attend le président. On attend l'homme le plus puissant de la planète. On attend ses mots, son visage, sa voix. Parce que c'est ainsi que cela se passe en temps de guerre. Depuis Roosevelt, depuis Kennedy, depuis Reagan, depuis Bush, depuis Obama. Quand des soldats américains meurent au combat, le président paraît. Il s'installe derrière le bureau ovale, il regarde la caméra, il parle à la nation. C'est un rituel. C'est presque une obligation constitutionnelle morale. La nation a besoin d'entendre son commandant en chef. Les familles des soldats ont besoin de l'entendre. Le monde a besoin de l'entendre. Mais ce soir, le bureau ovale est silencieux. Les minutes passent, puis les heures. Les correspondants de CNN, de Fox News, de la BBC, d'Al Jazeera sont tous positionnés devant la Maison-Blanche. Leur souffle forme de petits nuages blancs dans l'air froid de la nuit washingtonienne. Ils attendent. Leurs oreillettes grésillent. Leur producteur leur pose la même question en boucle. Alors, il sort quand? Et la réponse est toujours la même. On ne sait pas. On attend. À l'intérieur, Donald Trump est là. Il n'est pas absent. Il n'est pas malade. Il est là, dans les couloirs de la Maison-Blanche. Et il parle. Mais pas à la nation. Pas devant les caméras. Il murmure. Il confie. Il glisse des mots ici et là à quelques journalistes triés sur le volet, dans des échanges informels, presque furtifs. Pas de pupitre. Pas de drapeau américain derrière lui. Pas de discours préparé. Pas de regard fixé sur l'objectif de la caméra. Rien de tout ce que l'histoire américaine a consacré comme le protocole du chef de guerre. Et pourtant, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un choix. Un choix délibéré, calculé, assumé. Donald Trump a toujours détesté les cases dans lesquelles on voulait l'enfermer. Il a toujours brisé les codes, toujours rejeté les traditions protocolaires que Washington considère comme sacrées. Là où ses prédécesseurs voyaient une obligation solennelle, lui voit une mise en scène qu'il refuse de jouer selon les règles des autres. C'est son style, c'est sa marque, c'est ce qui a séduit des millions d'Américains. Et c'est aussi ce qui, ce soir, provoque une stupéfaction mondiale. Parce que le contexte est explosif. Ce n'est pas une simple escarmouche. Ce n'est pas une frappe isolée dans un coin reculé du monde. Les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire massive contre l'Iran. L'Iran a répondu par des missiles sur des bases américaines dans la région. Une base vient d'être touchée en Irak. 3 soldats sont morts. La région tout entière est au bord du gouffre. Et le monde, littéralement, attend un signal. Un mot. Une direction, une voix. Mais il y a autre chose que le silence de Trump révèle ce soir. Quelque chose de plus profond, de plus politique, de plus dangereux pour lui. Les sondages. Les derniers chiffres sont tombés et ils sont dévastateurs. Seulement 1 Américain sur 4 soutient cette opération contre l'Iran. 1 sur 4.
Dans un pays de 340 millions d'habitants, c'est une minorité écrasante qui approuve ce que leur armée est en train de faire au nom de tous. Et même au sein de sa propre famille politique, les Républicains, à peine un peu plus de la moitié dit soutenir cette intervention. C'est un président affaibli politiquement sur ce dossier, et il le sait. Alors peut-être que ce silence n'est pas seulement du Trump. Peut-être que ce silence, c'est aussi de la prudence. Peut-être que paraître en direct, c'est prendre le risque de dire quelque chose d'irréversible. C'est s'engager publiquement dans une guerre que son propre peuple ne veut pas. C'est assumer devant les caméras du monde entier une escalade dont personne ne voit encore la sortie. Et pourtant, avant même que l'annonce des 3 morts ne tombe, Trump avait laissé filtrer quelque chose d'important. Dans l'une de ses dernières déclarations informelles, il avait dit qu'il était prêt à entrer en dialogue avec le leadership iranien. À leur demande. Une main tendue. Une porte entr'ouverte. Un signal envoyé dans l'ombre, pendant que les bombes tombent dans la lumière. C'est ça le paradoxe Trump. C'est ça la complexité de cette nuit historique à Washington. Un président qui frappe fort et parle bas, qui bombarde et tend la main, qui gouverne la première puissance militaire du monde depuis les couloirs, dans le silence, loin des caméras. Pendant ce temps, dehors, les journalistes attendent toujours. Les familles des soldats attendent. L'Amérique attend. C'est une nuit d'avril 2024 que personne n'oubliera. Une nuit qui a changé le visage du Moyen-Orient pour toujours. Une nuit qui a basculé l'histoire dans une nouvelle ère. Celle de la guerre directe, ouverte, assumée, entre 2 puissances qui s'affrontaient jusqu'alors dans l'ombre depuis plus de 40 ans. Cette nuit-là, l'Iran a franchi une ligne rouge qu'il n'avait jamais osé franchir. Et le monde, réveillé en sursaut par les alertes sur ses téléphones, a compris que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Tout commence quelques semaines plus tôt. Israël frappe. Israël bombarde le consulat iranien à Damas, en Syrie. Ce n'est pas une frappe ordinaire. C'est une attaque contre un bâtiment diplomatique. Un territoire considéré comme le sol souverain de l'Iran. Plusieurs officiers supérieurs iraniens sont tués. Des généraux. Des hommes au cœur du dispositif militaire iranien. Des hommes irremplaçables. Téhéran est sous le choc. La humiliation est totale. Et dans les cercles du pouvoir iranien, une décision se prend. Lentement, pesamment, mais sûrement. Cette fois, il ne sera pas question de répondre par des milices interposées. Cette fois, ce sera direct. Cette fois, l'Iran tirera depuis son propre sol. Les semaines passent. Les diplomates s'agitent. Les chancelleries s'appellent. On supplie Téhéran de ne pas franchir ce pas. Les Américains envoient des messages. Les Européens tentent de jouer les médiateurs. Mais la décision est prise. Elle est irrévocable. Et le soir du 13 avril 2024, le ciel du Moyen-Orient se transforme en quelque chose que l'humanité n'avait encore jamais vu à cette échelle. Plus de 300 engins de mort décollent simultanément. Drones kamikazes, missiles balistiques, missiles de croisière. Ils partent depuis le territoire iranien. Depuis des centaines de kilomètres. Ils traversent l'Irak, la Syrie, la Jordanie. Ils avancent dans la nuit, silencieux, méthodiques, implacables. Sur les écrans radars de l'armée israélienne, les points lumineux se multiplient comme une nuée d'insectes monstrueux qui avancent en formation vers un seul objectif. Israël. Dans les villes israéliennes, les sirènes retentissent. Les habitants descendent dans les abris. Les enfants sont réveillés dans leur sommeil par leurs parents qui les prennent dans leurs bras et courent. Les rues se vident en quelques minutes. Le ciel, lui, commence à s'illuminer. Pas de l'aube, pas des étoiles, des explosions, des interceptions. Un spectacle apocalyptique que les caméras du monde entier captent en temps réel. Des dizaines de millions de personnes regardent, hébétées, depuis leur salon, ce que certains appellent déjà la plus grande attaque de drones de l'histoire. Mais quelque chose d'extraordinaire se passe. Quelque chose que Téhéran n'avait peut-être pas anticipé avec cette ampleur.
Israël n'est pas seul. Israël n'a jamais été seul. Et cette nuit-là, cela se voit de façon spectaculaire, presque théâtrale. Les États-Unis mobilisent leurs destroyers en Méditerranée et en mer Rouge. Leur système de défense antimissiles entre en action. Le Royaume-Uni envoie ses chasseurs depuis Chypre pour intercepter les drones dans l'espace aérien jordanien. La France contribue. Et dans un geste qui stupéfie le monde arabe, la Jordanie, un pays arabe, ouvre son espace aérien et participe activement à l'interception des projectiles iraniens. Le résultat est sans appel. Près de 99% des engins iraniens sont interceptés et détruits avant d'atteindre leur cible. Une réussite défensive sans précédent dans l'histoire militaire moderne. Les dégâts sur le sol israélien sont minimes. Une base militaire légèrement touchée. Une petite fille blessée par des débris. C'est tout. Pour 300 engins lancés depuis l'Iran, le résultat est presque nul sur le plan militaire. Et pourtant, ce serait une erreur monumentale de résumer cette nuit à un simple score de défense antimissile. Parce que ce qui s'est passé cette nuit-là va bien au-delà des chiffres. L'Iran a franchi le Rubicon. Pour la première fois depuis 1979, depuis la révolution islamique, depuis que les ayatollahs ont pris le pouvoir et ont juré la destruction d'Israël, pour la première fois, l'Iran a tiré directement depuis son propre sol contre l'État hébreu. Pas via le Hezbollah, pas via le Hamas, pas via les Houthis du Yémen. Directement, en son nom propre, en assumant pleinement la responsabilité de l'acte. C'est un changement de paradigme absolu. C'est la fin d'une époque, celle de la guerre froide indirecte, des proxys, des ambiguïtés calculées, et c'est le début d'une nouvelle ère, celle où Iran et Israël s'affrontent à visage découvert, où les lignes rouges sont franchies les unes après les autres, où chaque escalade appelle une escalade encore plus grande, car Israël va riposter. Bien sûr qu'il va riposter. Quelques jours plus tard, des frappes israéliennes touchent des sites militaires iraniens, plus discrètes, plus chirurgicales. Genève, la ville de la paix, la ville des conventions internationales, des organisations humanitaires, des grandes tables rondes où l'humanité prétend régler ses conflits par les mots plutôt que par les armes. Une ville qui sent le chocolat et la diplomatie. Une ville où les drapeaux de toutes les nations flottent côte à côte sur les bords du lac Léman, comme pour rappeler au monde que le dialogue est toujours possible. Genève, c'est le symbole même de ce en quoi l'humanité veut croire. Que les hommes peuvent s'asseoir, se parler et trouver une solution. C'est dans ce décor majestueux et rassurant que les délégations iraniennes et américaines se retrouvent. Les images sont belles, elles sont soigneusement construites pour l'être. Des hommes en costumes sombres qui descendent de berlines noires aux vitres teintées, des poignées de main fermes devant les caméras, des sourires mesurés, professionnels, calculés. Des porte-paroles qui lisent des déclarations soigneusement préparées dans lesquelles les mots dialogue, respect mutuel, solution diplomatique et désescalade reviennent en boucle comme un mantra rassurant. Le monde observe, le monde respire. Le monde se dit que peut-être, cette fois, la raison va l'emporter sur la folie. Mais derrière les caméras, derrière les sourires, derrière les communiqués de presse soigneusement rédigés, une autre réalité se déroule. Une réalité que personne ne voit. Une réalité que personne ne filme. Une réalité qui se joue non pas autour d'une table en bois poli dans une salle climatisée de Genève, mais sur les mers, dans les airs, dans les centres de commandement militaire de Washington et de Tel Aviv. Pendant que les diplomates américains parlent à Genève, les porte-avions avancent, lentement, silencieusement, mais sûrement. Ils se repositionnent en Méditerranée orientale. Ils se rapprochent du golfe Persique. Leurs radars sont allumés. Leurs ponts d'envol sont en activité permanente. Des chasseurs décollent et atterrissent jour et nuit dans des exercices qui ne sont plus vraiment des exercices.
Ce sont des répétitions générales. Les pilotes mémorisent des trajectoires. Des trajectoires qui ont un point d'arrivée précis. Un point d'arrivée qui s'appelle l'Iran. Pendant que les diplomates américains parlent à Genève, les bombardiers stratégiques se repositionnent. Des B-52, des B-2 Spirit, ces avions furtifs capables de pénétrer n'importe quel espace aérien sans être détectés. Ils quittent leurs bases continentales américaines. Ils traversent l'Atlantique. Ils se posent sur des bases avancées, plus proches, beaucoup plus proches de leurs cibles potentielles. Leurs soutes sont vérifiées. Leurs systèmes de guidage sont calibrés. Leurs équipages sont briefés sur des missions qui ont déjà un nom de code. Tout est prêt. Il ne manque qu'un ordre. Pendant que les diplomates américains parlent à Genève, les missiles sont calculés. Les ingénieurs et les stratèges militaires travaillent dans des bunkers climatisés, loin de toute caméra, loin de tout regard extérieur. Ils modélisent. Ils calculent des trajectoires balistiques. Ils identifient des cibles, des sites nucléaires, des bases de missiles, des centres de commandement, des infrastructures militaires stratégiques. Chaque cible est répertoriée, analysée, priorisée. Les probabilités de destruction sont calculées au pourcentage près. Les dommages collatéraux sont évalués. Le plan est complet. Il est détaillé. Il est prêt à être exécuté à la minute où l'ordre sera donné. Et pendant tout ce temps, les délégués iraniens à Genève sourient aussi. Ils négocient de bonne foi, du moins c'est ce qu'ils croient faire. Ils font des concessions ici, posent des conditions là. Ils demandent la levée de sanctions économiques qui étranglent leur pays depuis des années. Ils proposent des inspections de leurs sites nucléaires dans certaines conditions. Ils discutent de délais, de garanties, de mécanismes de vérification. Ils rentrent le soir dans leurs hôtels genevois, convaincus que le processus diplomatique avance. Convaincus que l'Amérique joue le jeu. Convaincus que la guerre peut être évitée. C'est peut-être là la trahison la plus froide, la plus calculée, la plus cynique. Pas celle des bombes qui tombent. Les bombes, tout le monde les voit. Non. La trahison la plus profonde, c'est celle du sourire. C'est celle de la poignée de main. C'est celle de l'homme qui vous regarde dans les yeux en vous parlant de paix, pendant que ses généraux préparent votre destruction. C'est d'utiliser le temps de la diplomatie non pas pour chercher la paix, mais pour finir de préparer la guerre. Genève n'était pas une table de négociation. Genève était une salle d'attente. Une salle d'attente où l'on fait patienter l'Iran pendant que le compte à rebours militaire s'écoule en silence. Et ce schéma, cette méthode, ce cynisme diplomatique, il ne s'arrête pas à Genève. Il ne s'arrête pas à l'Iran. Il arrive un mardi matin. L'aéroport de Bamako-Sénou est sous haute surveillance. Des véhicules noirs aux vitres teintées patientent sur le tarmac. Moteur allumé, climatisation à fond dans la chaleur sahélienne qui écrase tout dès les premières heures de la journée. L'avion se pose. La passerelle est installée. Et il descend. Costume bleu marine impeccable, cravate sobre, chaussures brillantes qui reflètent le soleil malien comme un miroir. Il sourit. Il sourit dès le premier pas sur le sol africain. Un sourire large, chaleureux, presque désarmant. Le genre de sourire qui dit « Je suis votre ami. Je suis ici pour vous écouter. Je suis ici pour vous respecter. » Les caméras sont là. Elles ont été prévenues. C'est voulu. L'image doit circuler. L'image doit être vue à Washington, à Bruxelles, à Paris, et surtout dans les capitales africaines qui observent. Un haut représentant américain qui foule le sol malien, qui serre la main des officiels, qui s'incline légèrement en signe de respect culturel, c'est un message politique fort. C'est la démonstration que l'Amérique de Donald Trump a changé de méthode. Fini la brutalité frontale. Fini les leçons de démocratie assénées comme des coups de massue.
Désormais, on vient avec le sourire. On vient avec l'humilité apparente. On vient en partenaire, pas en donneur de leçons. Et il parle bien. Il parle très bien. Dans la salle de réunion du palais présidentiel, devant les officiels maliens qui l'écoutent avec une méfiance polie, il développe son discours avec une fluidité remarquable. Il parle de souveraineté. Le mot revient souvent, presque à chaque phrase. Il parle de respect mutuel. Il parle de partenariat équitable, de développement économique, de coopération sécuritaire dans le respect des décisions souveraines du peuple malien. Il dit que l'Amérique a compris. Il dit que l'Amérique a tiré les leçons du passé. Il dit que l'époque du paternalisme occidental est révolue. Il dit que Washington tend la main, une main ouverte, sans conditions cachées, sans agenda dissimulé. Les mots sont beaux. Les mots sont parfaitement choisis. Ce sont des mots qui ont été testés, calibrés, validés par des équipes entières de communicants et de stratèges politiques dans des bureaux climatisés à Washington. Des mots qui savent exactement quel corde faire vibrer chez un dirigeant africain en 2026, dans un contexte où le sentiment anti-occidental est à son niveau historique le plus élevé. Ces mots-là ne sont pas improvisation. Ces mots-là sont une arme. Mais pendant que le diplomate parle à Bamako, autre chose se passe. Loin des caméras, loin des salles de réunion climatisées. Dans le désert, aux confins des frontières, là où les routes disparaissent et où seuls les nomades et les combattants savent se repérer, quelque chose bouge. Des colonnes de véhicules tout-terrain sans un signe visible progressent dans la nuit. Des cargaisons arrivent dans des zones reculées du nord de la Côte d'Ivoire. Des hommes armés prennent position dans des villages que les gouvernements centraux peinent à contrôler. Des drones de surveillance, pas ceux des armées africaines, quadrillent des espaces aériens que personne ne surveille officiellement. Et les États-Unis savent. Les États-Unis voient. Parce que ce sont leurs propres satellites qui photographient tout cela en haute définition depuis l'espace. Ce sont leurs propres analystes du renseignement qui traitent ces images dans des salles sécurisées à Langley, en Virginie. Ce sont leurs propres stratèges qui ont cartographié chaque mouvement, chaque position, chaque axe de progression. Ils savent exactement ce qui se passe au nord de la Côte d'Ivoire. Ils savent exactement ce que font ces groupes armés qui avancent. Et ils le savent parce qu'une partie de ceux qui avancent là-bas avancent avec leur consentement tacite, sinon leur soutien actif. C'est pour cela que le signal est venu. Discret, presque invisible pour qui ne sait pas lire entre les lignes de la diplomatie américaine. Le département d'État américain a émis un avertissement à ses ressortissants. Un avertissement de voyage. Ces documents anodins que Washington publie régulièrement pour informer ses citoyens des zones à risque dans le monde. Cette fois, la zone à risque, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Les Américains sont priés d'éviter cette région, de ne pas s'y rendre, de quitter la zone s'ils y sont déjà présents. Réfléchissez une seconde à ce que cela signifie. Le même pays qui envoie un diplomate souriant parler de souveraineté et de respect à Bamako dit simultanément à ses propres citoyens « N'allez pas au nord de la Côte d'Ivoire, c'est dangereux ». Pas parce que la situation s'est dégradée spontanément, pas parce qu'une catastrophe naturelle menace, mais parce que des groupes armés, Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'État islamique au Grand Sahara, sont en train de s'installer dans cette zone avec une rapidité et une organisation qui ne doivent rien au hasard. Il n'y a pas de caméra ici, personne n'a prévenu les journalistes, aucune conférence de presse n'a été convoquée, aucun communiqué officiel ne sera publié demain matin. Il n'y a que la nuit. Une nuit épaisse, lourde, silencieuse comme seul le Sahel sait produire des nuits. Un silence qui n'est pas de la paix, mais de l'attente. Un silence qui n'est pas du calme, mais de la tension accumulée, compressée, prête à exploser. Les étoiles sont nombreuses au-dessus du nord de la Côte d'Ivoire. Elles éclairent peu, elles voient tout. Dans les villages de cette région, les anciens ont remarqué quelque chose. Quelque chose qui ne se dit pas à voix haute, mais qui se murmure le soir autour des feux, entre hommes de confiance, avec des regards qui surveillent les alentours avant chaque mot.
Des étrangers sont arrivés. Pas des touristes, pas des commerçants, pas des humanitaires avec leur logo coloré sur leur véhicule blanc. Des hommes discrets, sobrement vêtus, qui parlent peu et observent beaucoup, qui posent des questions sur les routes, sur les pistes, sur les points d'eau, sur les habitudes des patrouilles militaires ivoiriennes. Des hommes qui savent exactement ce qu'ils cherchent. Des hommes qui savent exactement pourquoi ils sont là. Les populations locales n'ont pas besoin qu'on leur explique. Elles ont vu ce schéma ailleurs. Elles ont entendu parler du nord du Mali avant que tout bascule. Elles ont entendu parler du nord du Burkina Faso avant les massacres. Elles ont entendu parler du nord du Bénin, où le président Patrice Talon a, selon toute apparence, laissé le terrain libre à des groupes armés djihadistes pendant que l'armée française et américaine positionnait ses propres dispositifs dans l'ombre. Elles reconnaissent les signes avant-coureurs d'une tempête qui arrive sans se presser, méthodiquement, inexorablement, comme ces armatans du désert qui se voient venir de loin, mais qu'on ne peut pas arrêter. Et pendant que ces hommes discrets s'installent dans les villages du nord ivoirien, à Abidjan, Alassane Ouattara reçoit des visiteurs. Des visiteurs importants. Des émissaires qui viennent de loin, qui arrivent dans des avions privés, qui repartent sans faire de bruit. Des discussions se tiennent dans des bureaux fermés à clé, dont les fenêtres donnent sur la lagune. Des cartes sont dépliées. Des zones sont désignées du doigt. Des accords sont murmurés que personne ne signera jamais sur papier, parce que ce qui se négocie là ne doit laisser aucune trace officielle. Ce sont des accords de l'ombre. Des accords entre un État africain affaibli, dépendant, enchaîné par des décennies de France-Afrique et de dépendance économique, et des puissances qui savent exactement comment utiliser cette dépendance comme levier. Le résultat de ces discussions silencieuses se voit sur le terrain. Le nord de la Côte d'Ivoire est en train de changer de visage. Les forces de défense et de sécurité ivoiriennes qui patrouillaient ces zones se retrouvent progressivement repoussées vers le sud, vers des positions moins avancées, sous prétexte de réorganisation tactique ou de manque de moyens. Les checkpoints disparaissent un à un. Les routes du nord deviennent des zones grises, des espaces sans loi, des corridors que personne ne contrôle officiellement, mais que tout le monde contrôle officieusement. Et dans ces corridors, les groupes armés affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique et à l'État islamique au Grand Sahara progressent. Ils s'installent. Ils recrutent parmi les jeunes désœuvrés des villages appauvris. Ils imposent leurs lois de terreur, de soumission et de peur. C'est à ce moment précis que le signal américain tombe, discret mais éloquent. Le département d'État publie son avertissement aux ressortissants américains. Évitez le nord de la Côte d'Ivoire. Zone à risque élevé. Menace terroriste confirmée. En langage diplomatique, c'est une phrase anodine parmi des milliers d'autres publiées chaque année. Mais pour qui sait décoder, c'est une confirmation officielle de ce que les populations locales savaient déjà. Ce que les anciens murmuraient autour des feux. Ce que les chefs de village voyaient de leurs propres yeux sans oser le nommer. Le nord de la Côte d'Ivoire est en train de tomber. Et Washington le sait. Washington l'a vu venir. Washington l'a peut-être même aidé à arriver. Parce que la question que personne ne pose officiellement, mais que tout le monde pense, est simple et terrible. Comment des groupes armés aussi organisés, aussi équipés, aussi coordonnés, peuvent-ils s'installer dans une région entière sans que les services de renseignement des plus grandes puissances mondiales ne le détectent à temps pour l'empêcher? Comment des mouvements aussi visibles depuis l'espace, depuis les drones de surveillance, depuis les satellites qui photographient chaque mètre carré de la planète en temps réel, comment ces mouvements peuvent-ils se produire